Salut à tous et bienvenue sur Wargamer TV. On est parti pour une série sur nous de 10-12 vidéos sur la fracture de Biel-Tan. C'est Gathering Storm tome 2. Donc si vous n'avez pas vu toutes les premières vidéos qui sont sur le premier Gathering Storm, eh bien, je vous remets la playlist. Vous allez la regarder, comme ça vous avez pas mal de vidéos pour vous faire tenir pendant que vous êtes en train difficilement de passer l'aspirateur. Ouais, je pense à toi. Bon, alors, déjà, petit rappel de qui sont les Eldar. Ce tome-là, il va vraiment être porté sur les Eldar. Donc au début, on a un petit rappel qui nous dit que les Eldar, forcément, c'était une civilisation qui était incroyable parce qu'en fait, ils naissaient tout simplement pour assouvir leur plus grand plaisir, leur plus grand désir, et ensuite ils mourraient paisiblement, tout en sachant que leur âme éternelle allait de toute façon se réincarner pour qu'ils puissent à nouveau arriver dans une société où tout leur était dû, où il n'y avait aucune difficulté et où ils pouvaient à nouveau assouvir leur passion, et puis après nouveau relancer un cycle comme ça. Simplement, le réveil de l'assoiffé, donc l'assoiffé c'est Slaanesh, a mis fin à cette pratique, et maintenant, eh bien, la race Eldar, elle est que l'ombre d'elle-même, parce qu'aucun Eldar n'ose en fait vivre ce qu'il était ou ce qu'il fut, enfin ce que ses ancêtres étaient avant lui, et ils ont été extrêmement diminués. À ce sujet, je vous rappelle que j'ai fait aussi une petite vidéo qui était annexe, alors qui n'était pas en rapport avec Gathering Storm, mais qui était sur la sexualité des Eldar. Alors la sexualité, pas les pratiques, hein, bien évidemment, mais sur la reproduction en fait des Eldar. Et si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aussi aller regarder. Mince, j'aurais pas dû vous dire que si c'est un truc, ça va être chaud. Allez-y, c'est les les histoires les plus chaudes sur les Eldar. Non mais il faut bien faire de l'audimat. Alors, bien sûr, il y a aussi ce qu'a cherché à faire Eldran Ultran. Eldran Ultran, il a senti en sondant en fait les fils du destin, et bien une présence qui était là, latente, parmi les cœurs des vaisseaux mondes. Alors, je vais pas revenir sur les explications parce que je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo spéciale sur le peuple des Eldar. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur le passage dont on est en train de parler, à savoir le fait que Eldran Ultran va va tenter de réveiller l'esprit d'Ynid. Donc je vais pas rentrer dans le détail, je vous ai fait des vidéos sur le sujet, c'est bien pour ça qu'elles existent. On va résumer par tout simplement, il a senti cette présence et il s'est dit que c'était une solution pour la mort des Eldar, parce qu'à la mort des Eldar, forcément, leur esprit immortel va soit être donné à l'assoiffé, donc ça c'est ce qu'on refuse de faire, bien évidemment, c'est la pire solution, ou alors aller dans le circuit d'infinité des vaisseaux mondes, capturé par les pierres esprits, ou alors après d'autres solutions, on a les exodites, etc. Et en fait, Eldran Ultran a une nouvelle solution, c'est Ynid. Ynid, le dieu de la mort, qui va se nourrir en fait de cette force-là pour réussir à tuer, est-ce qu'on peut tuer un dieu, est-ce que ça a un sens de dire tuer un dieu, mais en tout cas, mettre fin au règne de l'assoiffé. Et il y a une prophétie qui existe chez les Eldar, à savoir que quand le dernier Eldar aura transcendé la mort, eh bien, Ynid s'éveillera et Ynid vaincra Slaanesh. Alors rien ne se passe jamais aussi bien, et si vous avez vu justement cette vidéo, vous savez que la Death Watch avec Artemis a mis fin à ce doux rêve, et en fait Artemis a tout simplement empêché Eldran Ultran d'éveiller pleinement Ynid. Malgré tout, Ynid a ouvert un petit peu les yeux, et c'est ce qu'on va avoir ici. Alors, sur la suite, on va pas parler directement de cette suite-là, enfin si, bien sûr, mais je vais vous lire un petit passage que je trouve vraiment assez sympa, et je vais vous dire après qui nous dit ça. Donc c'est pour les Eldari, la vie était un cycle commençant par une naissance, puis l'assouvissement de tous leurs désirs, achevé par une mort paisible, puisqu'ils savaient que leur âme renaîtrait. La création de Slaanesh brisa cette harmonie. Aujourd'hui, cette race de voyageurs stellaires se terrent dans l'ombre, trop effrayés par ses désirs pour oser les satisfaire. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils ne peuvent échapper au destin qu'ils se sont façonnés. Du moins, pas de ce côté-ci de la tombe. Le destin est un maître cruel dont il ne faut pas provoquer le courroux. Et c'est Ahriman des Thousand Sons, Ahriman qui connaît très bien la population Eldar et bien sûr les arts occultes et tout cela. Donc voilà, je trouvais que c'était une définition qui était assez juste. Alors, ensuite, on avance dans l'histoire. On va vous présenter tout simplement l'arène Crucibael. Donc ça se passe dans le monde de Comorag. Donc Comorag, vous savez, c'est la cité des Eldar noirs ou des Drukhari. Vous choisissez votre époque, parce que c'est une question d'époque. Quoi qu'après, on peut faire l'effort et puis revenir sur les Drukhari. Allez, je vais essayer de faire l'effort. Donc c'est
bien sûr, un endroit extrêmement important pour les Drukhari. Bah voilà, si je me force à dire autre chose qu'Eldar Noir, après je me paume. Donc, c'est un endroit extrêmement important. Pourquoi? Parce que les Eldar noirs se nourrissent des souffrances. C'est comme ça qu'ils survivent, c'est comme ça qu'ils nourrissent en fait leur âme et ils ont besoin des souffrances, alors d'autrui, hein, c'est un peu plus pratique, pour pouvoir assouvir en fait leur soif. Et l'arène de Crucibael, c'est la plus grande arène de Comorak, donc c'est celle qui est l'idée par Lilith Esperax, la plus grande gladiatrice que les Eldar noirs aient pu connaître, et bien sûr tout cela chapeauté par Zrubael Vect. Voilà. Donc le Crucibael va organiser une fête incroyable étant donné que les Eldar noirs ont capturé des choses assez goûtues. Et dans ces choses assez goûtues, on va avoir justement, on revient un petit peu sur Valedor. Valedor, c'était un monde qui a été conquis par les Eldar noirs et qui s'est fait attaquer, enfin pas conquis par les Eldar noirs, mais qui s'est fait assaillir en fait par 2 flottruches tyrannides, et des cendres de Valedor, eh bien les Eldar noirs ont pu capturer en fait des restes des flottruches tyrannides, et on nous dit qu'ils ont, grâce à beaucoup de ressources, réussi à croiser en fait les 2 flottruches. Alors, bon, là, on peut réfléchir un peu plus loin en se disant c'est pas aussi simple que de croiser des espèces de chiens où tu les mets ensemble et tu dis allez, amusez-vous. Étant donné que les tyrannides, je vous rappelle, eux n'ont pas de reproduction sexuée, donc c'est les reines normes qui créent les tyrannides. Donc là, il y a eu manipulation, donc bon, voilà, on peut imaginer que c'est du sorte de clonage, fusionnage de l'ADN. Alors, est-ce qu'il y a un ADN dans les tyrannides? Ça, c'est aussi une bonne question, ouais, parce qu'on pourrait l'imaginer. Puis on peut aussi imaginer que comme il vient d'une autre galaxie, dans une autre galaxie, eh bien, je ne sais pas, l'information génétique n'est pas portée par l'ADN. Peut-être que c'est universel, quelle que soit la galaxie. Donc, je sais pas, je vous laisse faire votre propre idée. Moi, j'aimais bien l'idée qu'on puisse imaginer qu'il n'y ait pas d'ADN tyrannide, pour éviter aussi de faire des melting pot entre ouais, j'ai mélangé l'ADN des orques, des tyrannides, des nécrons, ouais, mettons. Et pourquoi pas, hein, un nécron qui resterait je ne sais pas où, en stase, évidemment, mais voilà, tac. Je m'éloigne trop. Mais en tout cas, voilà, ce qui va être vraiment le clou de ce spectacle, c'est les tyrannides. Mais le public vient pour 2 choses. Premièrement, donc, le public vient pour se rassasier, parce que les places sont extrêmement chères, étant donné qu'on va avoir beaucoup de souffrances, avec beaucoup de gladiateurs et beaucoup de races aussi, enfin, alors je vais dire extraterrestres, mais de races autres que les Drukhari, qui ont été rassemblées pour qu'elles se battent ensemble, pour qu'elles souffrent. Donc on va avoir bien sûr des espèces marines, on peut imaginer des orques, on peut imaginer un peu toutes les factions que vous pouvez espérer, en espérant qu'ils s'étripent joyeusement et que tout cela provoque énormément de souffrance et donc puisse nourrir et rassasier en fait les gens qui ont la chance d'être là. Alors le Crucibael, il permet à environ 1 million de spectateurs de pouvoir venir. C'est quand même assez colossal, mais quoi qu'il arrive, les places sont extrêmement chères et il n'y a que les plus fortunés qui ont réussi à se payer des places. Alors, on peut s'étonner en se disant, mais pourquoi payerait-il aussi cher? Parce qu'on nous dit que certains ont payé des milliers d'esclaves, des portions de leur domaine, ils ont fait des raids dans l'espace réel au service de Lilith, enfin, ce genre de choses, et on peut s'étonner pour quelques heures simplement de spectacle, mais il faut bien encore une fois avoir en tête, et ça c'est bien précisé, que ce n'est pas simplement un spectacle, mais c'est aussi tout simplement un repas gargantuesque, des âmes qui souffrent, et ce qui permet de revigorer en fait l'esprit de ceux qui sont présents. Donc c'est très au-delà de simplement le spectacle. Donc, premièrement, on va avoir aussi... Donc ici, je vous dis qu'il y avait aussi une autre chose, c'est qu'on va nous parler d'un personnage qui s'appelait jadis Amarok. Amarok quand elle était corsaire, puis au final, elle a évolué et on se rappelle de son nom de jadis qui est Yvraine. Yvraine, vous connaissez maintenant, mais à l'époque où on le présente, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Je pense que, entre guillemets, ceux qui ne savent pas ce qui va se passer, qui ne connaissent pas l'histoire de Gathering Storm, c'est vraiment incroyable parce que là, vous voyez, pour l'instant, on est là, on apprend qu'il y a ce personnage qui existe, et donc c'est une Eldar qui est assez étonnante parce qu'en fait, elle a eu plusieurs vies, alors pas qu'elle soit morte, qu'elle soit revenue à la vie, mais en fait, elle a d'abord été élevée sur les vaisseaux mondes, puis après une carrière
de corsaire, et puis au final, elle est là actuellement dans les arènes de Komorak. Et elle fait de la politique, elle manipulance des choses, évidemment, sur Komorak, il n'y a pas que les compétences martiales, mais elle a des compétences martiales assez incroyables de par l'expérience qu'elle a, parce que elle est, dit-on, capable de rivaliser avec Lilith. Et c'est ça qui fait venir aussi un grand nombre d'Eldar noirs de Komorak, c'est parce qu'ils se disent peut-être que quelqu'un va enfin tutoyer un peu Lilith sur un pied d'égalité et va nous offrir le meilleur combat qu'on ait vu depuis des siècles. Et c'est peut-être, après même au-delà de l'attrait pour les tyrannides, quelque chose qui fait venir énormément de gens. Alors, voilà, donc les combats commencent, on a bien sûr quelques bestioles qui sont mis, voilà, donc vraiment des prédateurs extraterrestres, etc. La foule, eh bien, commence un petit peu à se chauffer, mais ça démarre assez doucement. Et en fait, Yvraine, quand elle voit ça, eh bien, elle a envie de faire le spectacle, parce qu'elle aussi, bien sûr, a envie d'être acclamée en fait par la foule, de sentir aussi cette puissance psychique, parce qu'évidemment, tous les Eldar noirs vont dégager une puissance psychique et qui va nourrir aussi la peur, la rage, tous ces sentiments. C'est ce qui va aussi la galvaniser. Donc, elle attaque les tyrannides. Alors, les tyrannides, on nous dit qu'il y a un croisement de ces deux flottruches et que on a une sorte de... alors, je n'irai pas jusqu'à dire une sorte de maître des essaims, mais en tout cas, une créature, un prince tyrannide, extrêmement développé et extrêmement puissant. Voilà. Malgré tout, eh bien voilà, Yvraine arrive, détruit facilement en fait ses adversaires, et c'est là où la foule se dit mais elle peut peut-être vraiment attirer l'attention de Lilith, parce que le combat avec Lilith n'est pas prévu. Hein. Vous n'avez pas une tête d'affiche en disant on aura Lilith et on aura Yvraine. Mais en fait, Lilith, bien sûr, regarde ça, regarde que la foule s'excite pour Yvraine, et bien du coup ça l'excite aussi Lilith, et elle a envie de participer. Et c'est ce qui vient se passer. Donc on a un petit description d'un combat. Donc Yvraine qui est en train de se battre contre un lictor. Alors elle fait attention parce que évidemment le lictor c'est un adversaire redoutable. Elle réussit à éviter quelques coups, et alors qu'elle entend un peu sur le côté que je vous arrivais, elle essaie vraiment de se concentrer pour ne pas se faire avoir par le lictor. Et on a Lilith qui arrive et qui tout simplement coupe le visage du lictor, mais sans le regarder, d'un petit geste nonchalant, et pointe vers le cœur directement d'Yvraine. Yvraine a juste le temps d'éviter l'attaque, et on voit que nonchalamment, encore une fois, Lilith décapite le lictor et puis commence à attaquer Yvraine. Donc bien sûr, c'est ce que tout le monde attendait, la foule est en délire, et les deux combattantes commencent à échanger des passes d'armes. Et d'habitude, on n'a jamais vu Lilith se battre plus de 3 secondes. Techniquement, elle arrive, elle achève son adversaire alors que le combat n'a même pas commencé, et c'est fini. Et là, étonnamment, eh bien, Yvraine réussit à contrer les attaques de Lilith, et s'ensuit une joute un petit peu, difficile à suivre, et qui peut représenter en fait le summum des compétences martiales de duelliste, aussi bien du côté d'Yvraine que du côté de Lilith. Alors, petite chose à noter, c'est que Yvraine, elle se bat avec une lame qui en fait désintègre tout ce qu'elle réussit à toucher. C'est comme ça qu'elle a fait disparaître aussi le prince tyrannide. Elle a aussi un couteau de combat, mais elle a surtout cette arme-là. Une arme extrêmement dangereuse, parce qu'on peut imaginer que dès qu'elle va toucher Lilith avec, eh bien c'est pareil, Lilith va commencer à se désintégrer, quelles que soient ses compétences martiales, si elle est soumise quand même aux lois de la physique. Hein. Donc on est bien là. Donc le combat, tac tac tac, commence à se faire, et eh bien vite, Yvraine, assez rapidement, se rend compte qu'en fait elle ne fait pas le poids. Et c'est quelque chose qui lui pèse tout de suite, parce qu'elle voit bien que toutes ses attaques sont parées, toutes ses feintes sont devinées, et qu'elle arrive à peine à contrer la force de Lilith, et puis tous les pièges qu'elle lui tend. Et du coup, elle va utiliser autre chose. Elle va utiliser en fait sa rage, parce qu'elle sait que c'est un combat à mort. Elle sait que depuis des années, elle lutte pour acquérir du pouvoir, et c'est sa chance. C'est le moment où, si elle parvient à vaincre Lilith, qui est la gérante en fait de cette arène du Crucibael, eh bien c'est elle qui prendra sa place. Et ce sera
l'ascension ultime, son objectif ultime se trouvait dans les plus hautes instances du cercle de pouvoir de Commorragh. Mais elle voit que c'est quelque chose qui peut lui échapper parce que Lilith est extrêmement forte, bien plus forte que ce qu'elle imaginait. Et elle a du mal vraiment à faire ses attaques. Et de l'autre côté, eh bien, Lilith en fait voit aussi que pas trop de difficultés à gérer Yvraine, et pour amuser le public, elle commence à lui faire des petites blessures bénignes, mais à des endroits vitaux. C'est-à-dire qu'au niveau peut-être de la gorge, hop, une petite entaille, mais pas assez profondément pour que ça la tue, vers le cœur, mais pas suffisamment pour que ça la tue, et en fait tous ces points vitaux sont touchés comme ça au fur et à mesure, mais juste effleurés, simplement pour faire couler un petit liseré de sang et pour plaire au public. Et Yvraine se rend compte de ça et elle continue de façon assez désespérée à se battre, et il arrive autre chose, il arrive à un moment donné où, eh bien, les habitués de Commorragh se rendent compte en fait que le combat est bien déjà terminé parce que Lilith ne fait que jouer avec Yvraine. Alors on peut aussi imaginer que Lilith, pour une fois qu'elle a quelqu'un qui est d'un niveau respectable, hein, c'est le plus haut que ce qu'elle a pu trouver, voilà, elle essaie d'en profiter un petit peu, mais elle voit aussi, elle se rend compte comme le public que voilà, le combat ne va plus mener à rien et que Yvraine est d'ores et déjà vaincue. Et ce qu'elle va faire, c'est laisser justement Yvraine la frapper. Donc elle fait semblant de faire une parade un petit peu ratée, une fausse feinte, mais pour lire en fait le combat, et Yvraine réussit à décocher un coup à Lilith, et tout de suite, et ben voilà, là, l'espoir renaît, et puis la population se dit, et les spectateurs se disent, bah, peut-être que ça peut le faire quand même. Donc de nouveau, regain d'intérêt. Yvraine, elle se rend bien compte que Lilith a fait exprès, donc elle rentre dans une rage assez folle, et elle réussit, par sa propre volonté, à surprendre Lilith, et elle lui met, en fait, alors que Lilith pensait que justement elle allait utiliser son couteau qu'elle avait dans la main, elle lâche son couteau, et bam, elle lui met un uppercut au ventre, ce qui touche Lilith par surprise, et ce qui l'estomaque un petit peu. Mais elle n'a pas le temps de l'achever, et Lilith reprend là aussi conscience, et elle se dit qu'au final, il y a quand même un petit peu de danger avec Yvraine. Elle a réussi à la surprendre, et en fait, là, c'est plus le spectacle, c'est son amour-propre qui est touché, donc c'est sa propre... là, c'est autre chose, hein. Si c'est l'amour-propre, là, du coup, on rigole plus. Là, peu importe le spectacle, et donc, directement, elle pousse, en fait, Yvraine vers la monticule de cadavres, là où il y avait, en fait, le lictor. Yvraine trébuche en fait sur les tentacules du lictor, ce qui était prévu par Lilith, et Lilith, paf, lui perfore en fait l'abdomen et lui plante son arme dans le plexus. Alors elle l'a pas achevé, mais c'est un coup qui va se révéler mortel à moyen terme, et tout simplement, hop, elle dédaigne Yvraine, et elle se dit que c'est une mort qui va être suffisamment amusante, qu'elle meurt sur ce stade de cadavre, et sur le lictor qu'au final elle n'avait pas réussi à tuer. Et puis Lilith, hop, s'en va, tout simplement, puis elle va tuer d'autres gladiateurs nonchalamment. Donc voilà, elle a accompli ce qu'elle était venue faire en fait. Et puis Yvraine, elle par contre, elle sent qu'elle est au bord de la mort, mais elle n'a pas envie de mourir comme ça. Et elle va essayer de puiser en elle la force de se relever. Elle réussit péniblement à se relever. Et là, en fait, elle voit un nouvel adversaire. Et elle voit un adversaire qui est sorti en fait des temps anciens, qu'elle reconnaît parce qu'elle l'a vu dans le jardin des prophètes de Bieltan. Et c'est une prêtresse, une ancienne prêtresse. Je vous lis sa description. Une guerrière élégante, aux doigts terminés par des serres affilées, se présenta devant Yvraine. Son corps cadavérique était emmailloté dans la toile de soie noire de l'icône de la déesse morte. Moray Haig était tatoué sur son front. Dans un sursaut de dégoût mêlé de mépris, Yvraine reconnut ce costume cérémoniel. Donc il s'agissait d'une prêtresse dont l'existence précédait la chute de l'Empire Eldar. Et donc, en fait, au bout de ses doigts, eh bien, elle a des serres, en fait, et ces serres, elle s'en sert justement comme de lame pour essayer d'attaquer Yvraine. Alors, le combat est difficile. Yvraine sait qu'au fond d'elle, elle aurait surclassé cet adversaire. Le problème, c'est qu'avec sa blessure mortelle,
elle a vraiment beaucoup de mal à se défendre et elle est sur le point de perdre le combat. Et encore une fois, la frustration et ça, ce sentiment fort qui se dégage, cette souffrance aussi parce qu'elle a une douleur assez forte, et bien voilà, ça nourrit encore une fois le public. Ivraine essaie de lutter, Lilith détourne complètement le regard et va tuer d'autres personnes plus dignes de son intérêt. Et bien sûr, ça met hors de elle Ivraine. Et Ivraine, malgré tout, ne réussit pas à prendre le dessus, à tel point même que la prêtresse réussit à lui couper la main qui portait l'épée qui aurait pu peut-être la protéger, et elle voit qu'elle n'a vraiment plus de chance de s'en sortir, et au final, elle utilise ses dernières forces pour mordre directement la prêtresse, et elle utilise son moignon pour essayer de l'étouffer et d'essayer d'en tuer une de plus, pour terminer en tuant son adversaire. Et c'est ce qui va se passer en fait dans cette étreinte mortelle. Les deux adversaires vont s'achever l'une l'autre. Ivraine va mourir et la prêtresse aussi va mourir. Mais et alors, il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre alors qu'Ivraine ferme les yeux et qu'elle ne voit plus rien et que les taches noires évidemment prennent le pas. Elle voit une petite étincelle, une minuscule étincelle qui lui fait rouvrir les yeux, et elle sent en fait une force. Et cette force est en train d'affluer vers elle de plus en plus fort, et tout d'un coup elle se retrouve dans un autre monde, à flotter devant une entité extraordinaire. Cette entité, elle le sait tout de suite parce qu'elle est transcendée par elle, c'est Enid, dieu de la mort. Et en fait, elle se sent mise à nu, son âme est mise à nu, ainsi que toutes les âmes des combattants qui sont autour d'eux. Il n'y a plus rien qui existe autour d'eux. Et en fait, le corps d'Ivraine va commencer à léviter et à envoyer des vagues d'énergie, des pulsations d'énergie. Ivraine ne peut rien contrôler, elle est simplement ébahie devant la prestance de ce Dieu devant elle. Et la seule chose qu'elle va comprendre, c'est le Dieu qui lui dit « Mon enfant ». Et en entendant ça, il y a une explosion psychique qui vaporise en fait la plupart des spectateurs qui étaient assez proches de ce point d'impact. Et leur corps en fait, alors il n'est pas explosé, mais en fait toute leur énergie vitale est aspirée. Donc ils se retrouvent asséchés, meurent dans d'horribles souffrances. Et en fait, les autres spectateurs voyant ça, ça crée forcément un vent de panique parce que tout le monde essaie d'éviter cette vague d'énergie. Même Lilith, voyant ça, décapite un chevaucheur de motojet, et puis hop, elle va sur la motojet, et puis elle file dans la nuit, voyant ça, donc elle fuit devant cette vague d'énergie, mais malgré tout, elle sourit en fait. En voyant ça, elle sourit parce qu'elle sait peut-être qu'il va y avoir un nouvel adversaire de valeur, ou parce que peut-être c'était le plan aussi, peut-être le destin lui avait parlé, et voilà, elle s'enfuit. Et puis Ivraine, elle, par contre, elle emmagasine de l'énergie, et toute la mort qui est autour, tous ces petits points lumineux, elle sait que ce sont les âmes des Eldar, et toutes les âmes des Eldar, se rapprochent d'elle, la gorge d'énergie et la revitalise. Ses blessures guérissent, sa blessure mortelle qu'elle avait au plexus disparaît, et en fait même sa main est reconstituée, alors à travers un gantelet d'aspect antique. Donc voilà, on nous dit sa main gauche tranchée se reconstitua sous la forme d'un gantelet d'aspect antique. Donc est-ce qu'il n'y a que le gantelet, ou alors est-ce qu'elle peut enlever le gantelet? Bon, c'est juste un petit détail, mais je me suis posé la question et je ne sais pas trop. Et puis voilà, donc on va s'arrêter sur cette scène là, avec vraiment Ivraine qui revient à la vie et qui prend conscience de son destin. Son destin, c'est d'être l'émissaire d'Enid, le dieu de la mort. Alors pendant ce temps-là, voyant cette scène-là, on a bien sûr Azrubal-Elvecht qui est dans une pyramide qui flotte au-dessus de cette arène. Et en fait, il a devant lui une table qui représente exactement ce qui se passe en bas, mais dans une échelle plus petite. Donc en fait, en gros, il est en train de jouer à Warhammer 40 000. C'est trop génial pour lui. Donc vous avez les combattants qui sont recréés à très petite échelle, et il observe ça tout simplement. Et il regarde, et déjà il avait repéré Ivraine, parce que Ivraine dégageait vraiment quelque chose. Ivraine, elle avait ce sentiment de puissance, de manipulation, elle était très violente. Alors c'est quelque chose que j'avais oublié, mais en fait Ivraine,
c'était quelqu'un de, voilà, de très violent, et c'est-à-dire que elle s'était énervée déjà, donc dès qu'elle s'énervait un petit peu, bah, elle n'hésitait pas tout de suite à trancher la tête de ceux qui l'énervaient, et elle l'a fait sur Biel-Tan. On nous dit qu'elle l'a fait à différents endroits, alors autant sur Komorak ça passe bien, autant elle l'a fait dans les jardins de Biel-Tan, donc avec je ne sais pas qui, je ne sais pas de quel passage ça fait référence, mais sachant la suite, bah, c'est une petite information qu'on peut mettre dans un petit coin en se disant tiens, Ivran elle a été sur Biel-Tan déjà, et sur Biel-Tan elle s'est battue, elle a tué des Eldari, donc c'est quelque chose d'assez un peu étonnant, même d'ailleurs qu'elle a pu s'en sortir. Donc après je sais pas comment se passe la justice chez les Eldari, peut-être que c'est un peu le Far West et que bon bah voilà, vous gérez ça entre vous, bon t'as été tué, ok, bon bah voilà, hein, t'as perdu, donc tu méritais pas la vie. Je sais pas du tout comment ça se passe, parce que, enfin, je sais pas, si on reporte ça sur notre vision à nous, bah, tu peux pas, enfin, tu vas pas descendre dans la rue, et puis, top, t'es au combat, tac, tac, en mode Far West, et puis, bah, non, c'est bon, il a perdu le combat, voilà, ça s'est réglé par le sang, donc voilà. Et en fait, on a Azrubal Vecht qui regarde ça et qui se gorge en fait de plaisir avec cette souffrance. Mais il n'est pas tout seul. Il est aussi avec Urien Rakart. Vous savez, je vous mets une photo de Urien Rakart, et ils regardent un petit peu tous les deux à se délecter en disant quel plaisir, excellent, oh beau spectacle. Et c'est assez amusant. Et puis voilà. Alors le fait est que Azrubal Vecht ne croit pas en l'existence d'Inid, parce que alors que les choses sont plus ou moins en train de se faire, eh bien on a un Arlequin qui apparaît, et cet Arlequin va dire le destin d'Ivren est de mourir pour pouvoir transcender l'existence et se réincarner en émissaire d'Inid. Mais Azrubal dit non, je ne pense pas que ça puisse exister. Et quand il voit en fait, eh bien que quand même Ivren revient à la vie, aspire la mort et la vie autour d'elle, eh bien finalement il se dit bon, ça c'est que Inid doit quand même exister. J'aurais jamais cru qu'il puisse. Je pensais que c'était simplement une légende. Et on a Urien aussi qui, voyant ça, se dit qu'il y a vraiment des choses à suivre de très très près. Et il envoie en fait quelques émissaires discrètement pour suivre Ivren et essayer de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier chapitre. J'espère que ça vous a plu. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'écriture est très bonne. C'est-à-dire que en relisant, alors pour moi, Gathering Storm c'est le top. Hein, donc je suis déjà convaincu, mais en fait, en relisant ce passage, que ça faisait des années que je n'avais pas lu, eh bien, j'ai repris du plaisir, et je me suis dit, c'est quand même bien écrit, c'est quand même sympa ce qui se passe, c'est efficace, on perd pas de temps dans des descriptions de choses qui n'ont pas de d'essence, enfin, comment dire, c'est-à-dire qu'on va pas passer une demi-heure à vous décrire quelque chose qui, au final, n'a pas d'impact, ou ne rajoute rien à l'ambiance, ou ne rajoute rien à l'intrigue. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment très efficace, chaque chose à sa place. Vous voyez le combat avec le tyrannide, par exemple, parce que dans un roman, alors peut-être que c'est ça aussi, hein, dans un roman, l'auteur, il aurait mis peut-être 1 ou 2 pages pour le combat avec le prince tyrannide. Là, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, et ça me fait penser à un film que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Equilibrium. Je me plante peut-être de nom, je suis un doute, mais où je me rappelle que à la fin, le combat final contre le boss, ça dure 30 secondes ou 8 secondes. En fait, et je me suis toujours dit, mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça en fait le vrai combat final. Alors, souvent, tout le temps, 98% des fois, le combat final, entre le gentil et le méchant, on va dire, c'est compliqué, c'est long, le gentil, il est à moitié blessé, il va pas s'en sortir, mais au final, ses amis l'aident, il révèle son pouvoir, n'importe quoi. Là, je pense à Matrix, par exemple, enfin, pas n'importe quoi dans le sens c'est nul, mais il va toujours avoir une sorte d'effet qui va enclencher un nouveau pouvoir, ou vous voyez un Dragon Ball, on se transforme en super guerrier ou un truc comme ça, et du coup, hop là, on réussit à vaincre le méchant ou l'adversaire. Et en fait, là dans ce film-là, avec les Bram, à la fin, voilà, ils sont prêts à se battre, mais en fait, le héros, il est bien plus puissant. Donc, hop, c'est fini, 3 coups, c'est fini, 3 coups, c'est fini. Et en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait, l'essence même. À chaque fois, on nous fait quelque chose de très cinématographique sur la fin, mais la réalité, c'est que si le gars est vraiment meilleur, ils vont pas se battre une demi-heure pour savoir qui est vraiment le meilleur. Il y en a un qui est vraiment meilleur, on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est pas, tu joues avec l'adversaire, etc. Enfin,
sauf si c'est présenté comme ça, mais la plupart du temps c'est pas présenté comme ça, c'est juste que le combat paraît difficile alors que il y en a un qui est complètement surclassé. Et je trouvais que ça c'était plutôt une bonne façon de présenter les choses, même si j'avoue que on perd en spectacle. Et forcément, si vous imaginez le duel, je sais pas, dans du Star Wars, on peut dire Dark Vador contre Obi-Wan, Obi-Wan arrive, il allume son sable laser, et puis Dark Vador fait fouf, hop, c'est fini. Là, vous faites, ok, ça manque de côté épique, et puis tu te rends pas compte, tu te dis, Obi-Wan, il devait être fort quand même, non, il était pas fort au final, ou je sais pas quoi. Donc forcément, on a toujours besoin un peu de ce côté épique, mais je pense que quelque chose de plus réel, de plus... qui va vers l'essence même de... On sacrifie le côté spectacle pour quelque chose de plus réel, voilà, l'adversaire, il est plus faible, il se fait dégommer tout de suite. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce récit-là, et peut-être pour ça que ça m'a touché. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'on revoit un petit peu la civilisation, justement, de Korak, les arènes, pourquoi ils y vont, comment ça marche, et puis ça change aussi de la vision de l'Imperium. Alors je vous ai passé, je vous l'ai dit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, le passage où il y avait des Space Marines, où on disait que oui, il y avait une escouade de Space Marines. Incroyablement, ils ont réussi l'escouade qui faisait 10 Space Marines a réussi à vaincre une quinzaine d'adversaires, donc ils se sont vraiment bien battus. Mais bon, voilà, ils sont simplement... Le lieutenant qui commandait l'escouade est mort en dernier, évidemment, le côté héroïque. Mais en fait, vous voyez, il n'y a pas cette vision centrée sur l'Imperium qu'on a sur Warhammer 40 000. Alors c'est normal, parce que Warhammer 40 000, c'est l'histoire de l'Imperium, donc c'est logique que ce soit toujours basé de leur façon de voir, de leur spectre, mais... Quand on s'est tapé tellement de bouquins, c'est plaisant et rafraîchissant. Vous voyez les bouquins sur les Nécrons, avec... comment il s'appelle, j'ai oublié d'ailleurs, j'ai oublié le personnage Nécron, le roi Oltis, je crois que c'est Oltis, qu'on va suivre. En fait, c'est vraiment hyper rafraîchissant, parce que dans un monde aussi riche que la galaxie de Warhammer 40 000, voir comment d'autres espèces, d'autres civilisations peuvent interpréter les choses. Vous voyez, par exemple, là je repense toujours à ce combat où on a Farsight, donc un tau, qui se bat pour la première fois contre des démons, et en fait, il se dit, non, mais on n'est pas obligé de se battre, et puis il essaie de négocier avec eux, en fait, et puis il dit, non, mais en fait, si vous voulez, tenez, je vous achète, je vois que vous aimez bien les bijoux, moi j'ai plein de bijoux, j'ai plein de pierres précieuses, je vous les donne, et en fait, c'est vrai que tu te dis, mais oui, c'est logique en fait, parce que déjà tu sais pas ce que c'est des démons, donc tu sais pas qu'ils sont une matérialisation du War, tu vois ça juste comme une autre faction extraterrestre, et puis tu vas calquer en fait tes modèles, et les taux c'est de l'échange. Hein, ça sert à rien de se battre si on peut faire un échange équitable où tout le monde va être content. Et c'est ce que fait Farsight, donc il essaie de négocier, il essaie de proposer des bijoux, des territoires, des choses comme ça. Alors que bien sûr, l'Imperium, connaissant la nature des démons, il n'y a pas de négociation possible. Donc oui, il n'y a pas de négociation possible, mais c'est hyper rafraîchissant de voir une autre façon de gérer les choses. Et cette approche complètement nouvelle, parce que ça nous ouvre un petit peu l'esprit, et voilà. Et là, le fait que ce tome-là de Gathering Storm soit vraiment basé sur les Eldar noirs, ça fait plaisir. Enfin, les Eldar dans un premier temps, les Drukhari, ça fait plaisir, parce que vous voyez, on a revu un passage de leur société. On poursuit la semaine prochaine. Je vais essayer de prendre de l'avance pour que, si vous me suivez sur Tipeee, vous ayez vraiment plusieurs vidéos à regarder. Le format cible, voilà, je regarde, c'est à peu près une demi-heure, voilà, 25 minutes, une demi-heure. Et bon, voilà, là, on va être à peu près dedans. Donc voilà, merci à vous, en tout cas, d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, le petit like, le petit partage, hein, si vous avez envie, mettez-le sur différents groupes Facebook, par exemple, parce que depuis que je me suis piraté mon compte Facebook, moi, j'ai aucune portée sur Facebook maintenant. Mon compte est tout pourri, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller liker le compte Facebook Iggy TV, hein, ça marchera pour Wargamer Iggy TV ou pour Iggy TV. Et puis voilà, vous avez aussi Tipeee, comme je l'ai dit, Tipeee c'est ce qui me permet de continuer à vous faire ce genre de vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou en avance si vous me suivez sur Tipeee. Allez, à bientôt, salut à tous.